Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cet événement. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver après la rentrée, après ces vacances. Présentation de 2 minutes. On est à l'association Data Lille. Donc on organise cet événement, ce type d'événement tous les mois, globalement. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Si vous avez envie de parler de vos sujets, pas la peine d'être un expert qui a 10 ans de travail dans la data pour venir parler. Vous avez un sujet perso intéressant, un projet de fin d'études intéressant, un POC qui a été intéressant en entreprise, venez nous voir, on trouvera un moyen de parler, de présenter à d'autres personnes. C'est ultra formateur pour vous et en même temps pour les autres, pour se faire une petite idée un petit peu de ce qui se fait dans la région lilloise en termes de data. Je veux bien que vous remplissiez le petit questionnaire qui est là. Ça vous prend 2 minutes et nous, ça nous aide beaucoup pour nos sponsors, pour leur présenter un peu notre communauté. Qui sont les gens qui viennent à nos événements? Et c'était plutôt des étudiants, des personnes qui travaillent dans la tech, des RH, autres, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Nous, ça nous aide vraiment à promouvoir l'association. Je ne vais pas vous prendre la parole plus longtemps. Je vais laisser peut-être Guillaume, si tu veux venir présenter l'EPSI, rapidement, qui nous accueille. Bon, je ne vais pas faire très long. Bienvenue à tous et à tous. Donc moi je suis Frédéric Daumont, donc je suis directeur du campus de Lille pour les marques EPSI-WIZ. Donc ravi que Guillaume et Thibaut se soient rencontrés il y a très peu de temps et qu'on ait déjà pu mettre ça en place. C'est d'autant plus important pour nous que nous avons emménagé dans ce campus en avril, donc c'est tout récent. On remet les événements en place, on tient à accueillir aussi des entreprises. Pour faire très court et vous présenter l'EPSI et WIZ, donc on a 2 écoles, l'EPSI qui est une école d'informatique implantée depuis 1987 dans la région, et WIZ qui est une école qui traite plus de la transformation digitale et tous les métiers du web. On forme de bac à bac plus 5, d'accord, avec une grosse partie en alternance. Donc vous avez peut-être, si vous êtes entreprise, des alternants de notre école au sein de vos entreprises. Et on traite bien sûr de tous les métiers de l'informatique et du digital. On a notamment dernièrement reçu des habilitations d'État sur des formations, notamment en data, en IA, en cybersécurité, au-delà des formations que l'on faisait déjà auparavant. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir, toutes et tous. C'est toujours des moments d'échange qui sont intéressants pour tout le monde. On a déjà des apprenants qui sont là également. Donc, et vous, entreprise, le lien se fera, j'en suis sûr. Et puis, comme le disait Thibaut, on est là pour parler ouvertement des problématiques. Et je remercie aussi les intervenants de prendre du temps parce que c'est toujours acculturant pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Tu veux présenter Worldline quand même rapidement? Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est Worldline qui présente ce meet-up. Donc Worldline, c'est une entreprise dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un acteur majeur du paiement. Donc en fait, Worldline traite des transactions en général. Ça peut être le paiement sur Internet, ça peut être le paiement en magasin, ça peut être d'autres types de transactions. Et il y a aussi tout un tas d'autres activités diverses et variées qui sont encore là pour des raisons historiques. L'empreinte est essentiellement européenne, c'est-à-dire France, Benelux, Allemagne, pays nordiques, Italie, mais aussi une empreinte mondiale un peu plus globale. On est à peu près présent à peu près partout, sauf aux États-Unis, en gros, pour résumer. Donc ici à Lille, il y a un centre d'ingénierie qui a donc le nombre d'employés total de Worldline, c'est de l'ordre de 20 000 personnes. C'est une entreprise du CAC 40 aujourd'hui. Et à Lille, il y a un centre qui regroupe entre 1000 et 1500 ingénieurs. Un point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est que le machine learning et l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est considéré comme très important pour notre entreprise. On peut s'en servir pour des choses comme la détection de fraude, comme le routage de transactions intelligent, il y a pas mal de champs d'application du machine learning et de l'IA liés au paiement. De toute façon, on va y revenir après pendant la présentation. Et alors, dans une entreprise comme la nôtre, dernier point, on a un département recherche et développement, qui s'appelle les Labs maintenant, dont Olivier, ici présent, est un des représentants. Et donc, la présentation que vous allez voir se situe dans le contexte de la R&D qui est effectuée chez Worldline. Voilà, si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par l'entreprise, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, bien sûr sur la présentation qui va avoir lieu, mais également sur l'entreprise après, lors du cocktail qui aura lieu juste derrière.
Voilà, Olivier, je te passe la parole. On va commencer. D'abord, je voulais remercier les organisateurs pour cette invitation. Cette présentation sera donc sur l'explainabilité. L'explainabilité en intelligence artificielle. Donc c'est plutôt une introduction. Donc on va vraiment partir des bases. On va supposer aucune connaissance de base et on va vous introduire ce concept qui devient, à mon avis, un sujet de plus en plus intéressant. Donc, l'explainabilité, de quoi il s'agit? On rentre dans un âge où les IA sont de plus en plus utilisées dans la société en général. Et les modèles deviennent de plus en plus complexes. Par exemple, ça c'est un réseau de neurones, mais c'est juste pour donner un exemple que les modèles deviennent de plus en plus complexes, opaques, et on se retrouve avec ce qu'on appelle des modèles black box. C'est juste pour dire, on a des modèles black box qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, mais ces modèles ont l'air de faire de bonnes prédictions. Ces modèles sont utilisés maintenant dans plein de use cases, qui sont par exemple chez Worldline comme on a déjà dit juste à l'instant en détection de fraude. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans en détection de fraude de paiement et maintenant, ce genre de techniques que je montre ici sont utilisées en détection de fraude chez Worldline. Et donc, on a des modèles black box qui sont utilisés dans plein d'applications courantes et on a souvent un petit data scientist qui est là et qui se retrouve avec un modèle dans plein de use cases. Et il se pose plein de questions du genre pourquoi est-ce que le modèle fait ça et pourquoi il ne fait pas autre chose. Et il voudrait bien aussi comprendre dans quel cas, dans quelles circonstances le modèle fait de bonnes prédictions et dans quel cas le modèle se trompe. C'est toujours bien de connaître ce chose-là. Et fondamentalement, on est devant un problème de confiance. On est en train de mettre des modèles en production dans tout plein de use cases différents et on a ce besoin de confiance, d'avoir confiance en l'exactitude du modèle. Et l'explainabilité est l'une des branches qui permet de répondre à ce genre de problème. Ici, j'ai pris une figure qu'on retrouve, il y en a des tas de ces versions, mais j'aime bien. En gros, sur l'axe X, on a quoi? C'est l'interprétabilité du type de modèle. Okay? Ici, on a différents types de modèles, je vais vite les passer très vite. Et on observe une sorte d'opposition entre l'interprétabilité du modèle et la complexité du modèle. Il y a comme si des modèles très simples, du genre une simple règle if-then, c'est vraiment de base d'un modèle. Mais ce type de modèles, elles sont faciles à comprendre. Si ceci se produit, alors voilà, donc on va chez le client se demande pourquoi ce modèle fait une prédiction, parce que le if était vrai. D'accord? Ici, c'est assez simple. Mais on comprend bien que l'accuracy de ce modèle est assez simpliste. Puis, on a des modèles de plus en plus sophistiqués. Les arbres de régression, ça reste des modèles encore compréhensibles. Hein. On suit le chemin de l'arbre pour comprendre la décision. Ça devient plus complexe quand l'arbre commence à devenir très très gros, mais on reste dans une certaine limite de compréhension. Et ensuite, ça devient de plus en plus complexe. Hein. Les supports vector machine, quand on projette dans un surespace, dans un espace à grande dimension, n'essaie pas de me demander pourquoi le modèle fait cette prédiction, ça devient très complexe. Les random forest, c'est un peu l'opposé des arbres. Ils sont composés d'arbres, mais ceux-ci deviennent très durs à comprendre, mais sont beaucoup plus efficaces. Et finalement, on a le deep learning, des réseaux de neurones, qui sont eux des modèles qui ont tendance à être de plus en plus efficaces dans différents benchmarks, mais ils ont des grands problèmes d'explainabilité. Le problème, c'est que de nos jours, il y a 15 ans, quand je faisais des modèles, on était content quand je donnais ceci, parce qu'il n'y avait pas vraiment... voilà, on était content, voilà. Donc quand on me demandait à moi, tu peux me faire un modèle qui est efficace, ben, je faisais des random forest il y a 15 ans. Mais quand on me demandait, tu peux me faire un modèle qui est facile à comprendre, ben, je faisais des decision trees. Maintenant, le problème, c'est qu'on se trouve un problème, c'est que tout le monde veut avoir ça, ok? Mais en même temps, on veut avoir de l'explainabilité. C'est une citation que j'ai trouvée sur Internet et qui est assez vraie, je trouve. C'est l'idée que c'est toujours dans cette histoire de confiance. C'est l'utilisation d'un modèle de prédiction, c'est un peu comme un médicament. Pour avoir confiance au médicament et pour l'utiliser, on a besoin de deux choses. Premièrement, on a besoin de comprendre que ce médicament est efficace, mais ils ont besoin d'avoir une confiance dans le médicament. Et c'est à peu près la même chose. Maintenant, dans les modèles, on a vraiment ce besoin d'avoir de la confiance. On a besoin que le modèle, on puisse croire en ce modèle pour le mettre en production. Et ce que je vais présenter comme technique ici sont des techniques qui vont un peu préférer ce que je montre ici,
on va aller mettre un bloc ici d'explainabilité. Donc avant, on avait le petit data scientist qui était un peu tout seul et qui était malheureux, qui recevait des outputs d'un modèle de prédiction, il comprenait rien, donc il se posait plein de questions. Maintenant, on va aller mettre un bloc d'explainabilité en sortie du modèle pour essayer à répondre à toutes les questions qui étaient précédemment. Avant de rentrer plus en détail sur différentes techniques, je vais encore donner quelques aspects pour vous convaincre de l'utilité de l'explainabilité de nos jours, plusieurs arguments. Le premier, c'est juste d'un point de vue légal. Il semblerait que si dans une banque, vous demandez pour un crédit et que ce sont des algorithmes qui décident derrière si vous avez droit ou pas au crédit, si vous avez le droit de demander au banquier pourquoi est-ce que vous n'avez pas droit au crédit. Si le banquier vous répond c'est parce que mon réseau de neurones dit que vous n'avez pas le droit, c'est pas une raison justifiée, c'est pas une raison suffisante pour accepter le fait que vous n'ayez pas votre crédit. Donc, première chose, vous avez le droit, lorsque des IA sont utilisées pour des décisions qui vous concernent, vous avez le droit de comprendre pourquoi est-ce que ces IA prennent ces décisions. Deuxième chose, c'est juste pour des questions de debug. Vous pouvez parfois avoir un modèle qui marche super bien. Vous avez sur un ensemble de tests, ça marche super bien. Et finalement, quand vous allez un peu creuser pour voir ce qui se passe, vous faites un problème de data leakage. En fait, vous êtes en train d'utiliser, c'est un problème assez fréquent, quand vous développez des modèles, vous êtes en train d'utiliser dans vos variables d'input des variables que vous n'êtes pas censé connaître quand vous serez en production. Okay. Mais quand vous êtes dans votre test, vous n'êtes pas vraiment en production, donc vous ne vous rendez pas d'erreur, vous ne vous rendez pas compte de l'erreur. Et une fois que vous êtes en production, vous avez des grosses diminutions de performance. Si vous faites de l'explainabilité, vous pouvez comprendre, en fouillant un petit peu, que certaines variables seraient par exemple très importantes, et quand vous vous interrogez un petit peu, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, et donc ça vous permet de faire du debugging. Moi, j'ai déjà eu des modèles que je me suis rendu compte que je faisais des bêtises grâce aux techniques d'explainabilité que l'on met derrière. Autre sujet, c'est juste parce que pour certains sujets, c'est juste très, très intéressant quand même d'ouvrir un petit peu la boîte. Donc on a un réseau de neurones très complexe qui fait plein de choses très bien. Dans certains use cases, on a vraiment besoin, même si le réseau de neurones marche très bien, on voudrait comprendre et valider ce modèle. Par exemple, des voitures autonomes ou en médecine ou tout ce genre de sujet-là, il y a vraiment ce besoin d'explainabilité. Et le dernier, c'est celui-là, ouais. C'est toujours, je prends l'exemple du crédit à la banque. Eh bien, c'est aussi bien pour l'entreprise le fait de savoir que le client n'a pas eu son crédit parce qu'il n'avait pas assez sur son compte en banque ou je ne sais pas. Le fait de pouvoir répondre au client la raison pour laquelle il n'a pas eu son crédit peut l'aider à avoir son crédit et donc pourra peut-être se permettre dans le futur à pouvoir lui mettre un crédit. Donc, pour des questions de recommandation au client, c'est des choses également très importantes. Dernière slide sur pourquoi. Ici, j'ai juste fait dans Google Trends, j'ai été voir sur l'expression explainable AI et on voit qu'il y a ce genre que avant, c'est vraiment pas un sujet important. Vers 2015, c'est un sujet qui est devenu important. En fait, ce qui s'est passé en 2015, c'est là qu'il y a eu un petit peu ce buzz du data science, que tout le monde voulait devenir data science. En gros, c'est là que les modèles de machine learning qui étaient utilisés dans les laboratoires sont commencés à rentrer dans les entreprises. Et c'est là que les entreprises ont commencé à dire, c'est bien, votre modèle est très efficace, mais il commence à y avoir de plus en plus la question, je voudrais comprendre comment ce modèle fonctionne et avant de mettre en production, j'ai besoin d'avoir confiance dans le modèle. Voilà. Ça, c'était juste pour un petit peu vous expliquer les aspects de l'importance et de la nécessité de ce sujet. Et maintenant, je vais vous faire une petite taxonomie des différentes techniques d'explainabilité. Et ensuite, quand j'aurai fait ça, je vais vous dire quel type de technique on va présenter ici. Et ensuite, je vous en présenterai 3. D'accord ? Comme ça, vous savez un petit peu ce qui va se passer. La première technique pour faire de l'explainabilité, c'est un peu ce que je faisais il y a 15 ans. Okay ? C'est, si on me demandait il y a 15 ans de faire, pour un modèle de détection de fraude, que j'ai besoin de comprendre comment ce modèle fonctionne, eh bien, je prenais des modèles qui étaient intrinsèquement des modèles qui étaient faciles à interpréter.
D'accord? Donc ça, c'est la méthode qu'on va éviter maintenant, mais ça reste une technique comme une autre. L'autre technique, on va prendre des modèles complexes et on va après essayer d'analyser comment fonctionnent ces modèles. Ensuite, il y a deux types d'explainabilité. En général, c'est là que les gens connaissent, c'est la globale. Il y a aussi la locale. La globale, c'est quoi? C'est, j'ai un modèle et je voudrais comprendre de façon globale comment fonctionne ce modèle. Pas pour une prédiction précise, mais pour la globalité de son fonctionnement. D'accord? C'est en opposé avec local, en fait. Si j'ai une transaction, si je reprends l'exemple de détection de fraude, si j'ai une transaction qui vient, si je veux savoir pourquoi le modèle dit que cette transaction est frauduleuse ou non, d'accord, mais cette transaction spécifique, je suis dans un contexte local. Si je veux savoir comment mon modèle de détection fonctionne de façon générale, je suis dans l'approche globale. D'accord? Ok. Et finalement, la dernière des séparations est ici. C'est savoir si on est spécifique sur un type de modèle ou si on est agnostique, donc qu'on n'est pas spécifique sur un type de modèle. Je m'explique. Il y a des techniques d'explainabilité qui utilisent le fait que je suis en train de travailler avec un réseau de neurones. Ou bien il y a des techniques d'explainabilité qui fonctionnent parce que je travaille avec des arbres. Ou bien, etc. Pour chaque type de modèle, on peut créer des techniques d'explainabilité qui sont spécifiques à ce type de modèle. L'autre approche, c'est plutôt des techniques agnostiques. Celles-là, elles vont avoir un modèle boîte noire, elles ne savent pas ce qu'il y a dedans, et elles vont en quelque sorte aller sonder ce qui se passe en input-output du modèle, elles vont aller sonder, mais elles ne vont jamais tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur. Ces techniques-là, les agnostiques, elles ont l'avantage de pouvoir un peu comparer des pommes et des pommes. Parce qu'imaginons que je suis en train c'est d'étudier d'un côté des random forests et d'un autre des réseaux neurones et que j'utilise deux techniques d'explainabilité différentes, on sent que je compare avec deux manières différentes. Alors que si j'ai la même manière de faire d'explainabilité sur des réseaux de neurones, sur des random forests, sur des modèles linéaires, etc., je compare toujours avec le même type de technique et ça permet de comparer les explainabilités de façon vraiment neutre entre différents types de modèles. Ce qu'on va faire dans cette présentation, on va se focaliser sur les techniques agnostiques. Okay. Je vais vous en présenter 3. Je vais vous présenter deux techniques, que je ne me trompe pas, non, c'est ça, deux techniques globales et une technique locale. D'accord? Et on est parti. Alors, dans ces exemples, je vais toujours travailler donc avec le même dataset. C'est un dataset où on a des quartiers de Californie, des districts de Californie. On a ces variables-là, d'accord, et on essaie de prédire le prix moyen des maisons dans les districts, d'accord. Ici, vous voyez, ce qui est important, c'est que j'ai divisé mon dataset. Ici, j'ai un petit peu de code. Hein. J'ai divisé mon dataset en training et en validation, d'accord. Et on peut voir ici des exemples de mes input variables. Et ici, c'est en dessous, c'est plus petit. Vous avez quelques exemples d'output. Attention, il faut multiplier par 100 000 et des prix semblent très bas, mais je crois que c'est un dataset des années 80 ou 90, je ne sais plus trop. Donc c'est un dataset assez ancien. Donc ça explique cette baisse, ce prix. Ensuite, je vais travailler avec des modèles agnostiques. Donc je ne devrais même pas vous dire quel type de modèle que je me sers, okay, parce que c'est agnostique, mais je le dis parce que je suis gentil. Donc je vais ici travailler avec des gradient boosting, d'accord. Et donc ce que vous pouvez juste voir, ici j'ai bien entraîné mon modèle reg. Reg sera mon modèle de régression. Okay. J'ai entraîné avec mon training dataset, donc il n'a jamais vu les validation dataset, et je vous donne par information l'erreur de validation et de training. Mais voilà. Donc, et ce qu'on va faire ici, on va utiliser 3 techniques d'explainabilité, toujours sur le même modèle et sur le même problème. D'accord ? On est parti. Alors, le premier, c'est permutation importance. Donc, cette technique est une technique globale. Okay, donc, on ne va pas essayer de comprendre une prédiction donnée, mais on va se focaliser plutôt sur le comportement global du modèle. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est se poser la question, comment le modèle se comporte si je retire une variable ?
En fait, on va voir, ce qu'on va faire, on va d'abord prendre la performance du modèle sur mon validation set sur l'entièreté des variables. Et ensuite, ce que je vais essayer de faire, c'est supprimer la variable x1. D'accord? Et je voudrais bien voir de combien la performance diminue. D'accord? Et cette différence de performance sera l'importance de la variable. Okay? On sent d'abord bien que c'est une technique agnostique parce que on ne se spécifie pas à une variable, mais on sent aussi qu'il y a un gros problème. Comment je retire une variable d'un modèle? Moi, j'ai construit un modèle avec variable x1, x2, x3, j'ai fait mon training dessus. Comment on sent très bien que si je retire une variable, je vais avoir une erreur de Python qui va me dire j'ai besoin d'un variable x3, je ne peux pas la supprimer. Donc, on va se poser la question, comment est-ce que je supprime une variable? Okay? On pourrait très bien se dire, une des manières de faire, je vais tout mettre à 0. D'accord? Je veux supprimer la variable x1, eh bien dans x1, je remplace tout par 0. Mais ça, on ne peut pas faire non plus, parce que la valeur 0 est une valeur. Hein. C'est peut-être que la variable x1, c'est le nombre d'habitants dans le quartier ou je ne sais pas quoi. La valeur 0 a un sens, donc ça, je ne peux pas faire. Eh bien, ce qu'il propose dans Permutation, et on le comprend de nom, eh bien, c'est de mélanger la colonne. D'accord? Donc, je prends mon ensemble de validation d'abord totale. Donc ça, c'est mon ensemble de validation. Première chose que je ne montre pas ici, je teste mon modèle avec toutes les variables, donc l'ensemble de validation normale. Et ensuite, je vais mélanger randomly cette colonne. D'accord? Et on sent bien que cette variable-là, d'accord, donc 322, elle est liée avec cette ligne-là. Okay? Mais si je viens mettre 322 là et que je viens la remplacer par 496 que je viens mettre là, par exemple, on voit bien que je viens de complètement casser le lien, la dépendance statistique entre la variable population et toutes les autres variables. J'ai en gros tout cassé. D'accord? Mais l'avantage, c'est que dans cette variable-là, je garde la même moyenne, je garde la même distribution, donc j'ai pas changé la distribution statistique de cette variable, mais j'ai cassé le lien, les dépendances de cette variable avec les autres. Et c'est bête et méchant, d'accord, mais c'est juste ça qu'ils font, d'accord. Donc, ce qu'ils proposent, donc ici je viens, ce qui est important, c'est qu'on fait d'abord ça sur une variable, ok. Ensuite, on remet la variable dans l'état d'avant, et puis on passe à la deuxième, ok. On fait ça. La seule chose qui est différente, c'est, vous pouvez vous dire, bon, il y a peut-être un petit hasard statistique là, hein, donc je viens de mélanger une fois je préfère 2 fois hein, entre nous, hein, d'accord? Eh bien, je peux faire 3 fois, etc. Eh bien, dans l'exemple que je vous montre ici, donc, ce que je viens de vous montrer, cette technique, elle est implémentée dans Scikit-learn, d'accord? Dans Scikit-learn, vous avez un module d'inspection, et là, vous avez un peu tout ce qui est l'XIA, donc l'Explainable IA, se trouve présent dedans. Et là, vous avez ce permutation importance qui est implémenté là. Et fondamentalement, tout ce code en dessous, c'est juste pour faire le graphique. C'est cette partie de code-ci, c'est en une ligne de code, il fait tout ce que je viens de dire. On voit qu'il a juste besoin du modèle, ok, il n'a que besoin du modèle, il n'a pas besoin du trading set, hein, puisque, ok. Je lui donne les input-output, d'accord. Et ensuite, ici, c'est le nombre de répétitions, ces fameux trucs, combien de fois je répète ma chose, ok. Ici, il fait 10 fois, d'accord. Parallèle, ah oui, et quelle est la mesure que je vais utiliser pour comparer la différence, ok. Eh bien, ici, c'est le mean square error, d'accord. Et voilà. Et ensuite, tout le code qui est en dessous, c'est pour vous produire ce graphique qui est en dessous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est que ce modèle, pour prédire le prix des maisons, a l'air de dire que le medical income est la variable qui lui fait plus de mal quand on lui retire. Le deuxième, latitude et longitude ont l'air très importantes aussi. D'accord? Il n'aime pas trop qu'on retire, mais il y en a d'autres que si on lui retire ce modèle, ça n'a pas beaucoup d'impact sur lui. J'avais encore une chose à dire, je ne sais plus, mais j'avais encore une chose à dire, ça me reviendra peut-être. Mais de toute manière, maintenant, ce qu'on sait, c'est quelle est la variable la plus importante. La deuxième, la troisième. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est la direction. Okay? Moi, je voudrais bien savoir, est-ce que quand... Ah oui, je ne vous ai pas dit ce que c'est Med Inc. C'était ça que j'avais oublié de vous dire. C'est le revenu médian dans le quartier. D'accord? Donc, c'est la richesse, en gros, des gens qui sont dans le quartier. Et donc, ça a l'air d'être la variable la plus importante. D'accord? Et la question qu'on peut se demander, mais est-ce que c'est proportionnel ou bien c'est inversement proportionnel ou est-ce qu'il y a un plateau et puis une pique? Mais quelle est la forme maintenant de la distribution? D'accord? Ça, c'est ce qu'on va répondre dans la deuxième technique. D'accord?
Donc, première chose qu'on a vue. Ah oui, juste dernière chose, ça me simplifiera pour le reste. Observez bien cette ligne-là parce que je vais me resservir de ça, parce que tout était à voler. Ici, j'ai trié les colonnes dans l'ordre, ok, du moins important au plus important, d'accord, ok. Et donc dans la figure suivante, ce sera dans le même ordre. Donc c'est pour ça que j'ai un sort index qui est là. Donc tout ça pour vous dire que maintenant on va essayer de se poser la question de la direction des variables. Est-ce que c'est plutôt proportionnel, inversement proportionnel, etc. Pour ça, on a le PDP, le Partial Dependence Plot. C'est également une technique qui est globale. Okay. On n'est toujours pas en train de se poser la question pour une prédiction précise. Et ça va essayer de répondre à ce genre de questions-là. Si par exemple vous avez un modèle de prédiction qui vous prédit si vous avez la grippe ou pas, d'accord, eh bien on va avoir ce type de graphique-là. Il dira que si votre nombre de fois que vous toussez augmente, c'est proportionnel à votre probabilité d'avoir la grippe. Si votre énergie augmente, si vous êtes en pleine forme, eh ben, ça diminue votre probabilité d'avoir la grippe, etc., etc. Okay. Et donc, on va essayer de se poser la question maintenant. On peut peut-être d'ailleurs se poser la question maintenant. Est-ce que, à votre avis, le prix des maisons dans un quartier est proportionnel ou pas au revenu moyen des gens qui habitent dedans? Ça semble naturel de dire proportionnel. Eh bien, c'est justement le type de question qu'il faut se poser à l'avance ou même pendant, mais c'est là qu'on pourra se rendre compte qu'il y a un problème dans le modèle. Parce que moi-même, je crois la même chose, et si on voit que c'est inversement proportionnel, soit il y a un truc qu'on n'a pas compris, et c'est peut-être correct, soit il y a un bug. C'était pour revenir sur cette histoire de bug. Ici, je vous montre... J'ai passé la slide qui vous explique la méthode parce que c'est un peu long, mais je vous montre tout de suite la commande qui le fait. D'accord ? C'est pareil, dans Scikit-Learn, dans inspection d'un module, vous avez Partial Dependency Display. Hein, ils n'ont pas vous appelé ça plot, donc ils ont mis the display, mais tout le monde appelle PDP pourtant. Vous voyez, c'est super court, c'est en une ligne, hein, pareil. Okay. Vous voyez que ici, je me sers de fameux sort index que je vous ai dit avant, c'est pour ça que j'ai dit. Et donc, il a trié mais dans l'ordre. D'accord ? Et comment il faut lire ce graphique-là? Eh bien, quand vous voyez le 0, okay, le 0, qui est à chaque fois là, ici, le 0 là, ça veut dire que quand on se trouve à ce niveau-là, on se trouve à la moyenne sur le validation set des prix moyens. Okay, et ça veut dire que et donc par exemple sur la latitude, il va dire que quand la latitude diminue, il y a un genre de plateau, mais quand il y a donc ici, on est plus ou moins un plateau au niveau 0, donc à la moyenne. Et puis là, on monte de 0,50, ce qui veut dire qu'on aura monté les prix des maisons de plus ou moins 0,5, donc de 50 000 $. D'accord ? Et on a l'inverse, on a l'impression que si la latitude augmente, eh bien, les prix des maisons ont l'air de diminuer. Et ça, c'était donc sur le revenu médian dans les maisons. Heureusement, c'est dans notre intuition, ça va dans le bon sens. Mais donc on voit que ce genre de graphique permet déjà d'avoir une meilleure compréhension. Et ça, je trouve vraiment ça intéressant. Ça permet vraiment de voir qu'il y a des valeurs plateaux, puis un plateau, etc. Ça, ce genre de graphiques sont très intéressants pour des ST-codeurs et des clients généraux. RAD. Ce graphique, je vous montre pour une variable à la fois. Mais on peut faire en fait la même chose sur deux variables. D'accord ? C'est pour ça que je vais parler tantôt de longitude et latitude. Ce que j'ai fait là, j'ai appelé la même fonction. J'ai toujours donné seulement mon reg. Okay ? Ah, il est intéressant que pour ça, il n'y a pas besoin du y pour faire ça. Oui, soit. Mais il n'a pas besoin du y, il a besoin que du x. Mais ce que je lui donne ici, c'est les deux variables sur lesquelles je veux faire de l'explainabilité. Et on voit qu'automatiquement, il nous dessine un beau graphique de ce style-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, vous voyez pas, il y a un petit moins là, il est vraiment pas visible. Moi je vois, mais peut-être pas vous. Et on voit que là c'est par exemple moins 0,15, moins 49. Donc par là, ça a l'air d'être de moins en moins cher. Okay. Il a l'air d'y avoir par là de plus en plus cher. Et même dans les petits pics là, il a l'air d'y avoir. Là on est à 1,21, donc on est à 121 000 plus cher que la moyenne. Okay. Et ça s'observe en fait parce que la Californie, il y a une côte. Et c'est là qu'on peut vraiment voir qu'il y a un lien entre l'explainabilité et quand on explore un petit peu, on peut comprendre des choses et qui se remarque dans les faits.
et peut-être un écran qui est devant vous, mais croyez-moi, il y a une carte avec une côte. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement, les maisons qui sont proches de la côte sont les maisons les plus chères, et donc ça explique cette augmentation des prix quand on se trouve à la côte. Ça va? Des questions? Vous les posez peut-être après? Oui? J'ai une question sur la slide juste avant. Comment on peut du coup faire le lien entre longitude, latitude et le prix si le prix n'est pas dans la... Si, il est là, le prix est ici. Pour estimer pendant le code justement. Parce que, mais il fait sa prédiction, donc c'est le prix que donne le modèle en prédiction. On est en train à faire l'explainabilité du modèle et pas l'explainabilité des données. Autre question. Oui. Parce que là, on est sur du Gaussian boosting et avec ces trucs-là, mais est-ce que du coup, il arriverait quand même à faire cette explainabilité sur les réseaux de neurones quand même ou pas? Oui. Lui, il ne sait pas. Il y a juste un problème dans Torch et dans Torch en tout cas, il faut que ça rentre dans scikit-learn. Je sais qu'il y a tout un module qui permet à introduire Torch. J'ai une fois fait ça m'a pris un temps fou. Mais c'est juste que scikit-learn par de base, c'est deux frameworks différents. Mais si on passe ce problème-là, ce modèle-là, il ne sait pas avec quoi il travaille. Il ne fait que des tests. Honnêtement, ce genre de graphique-là, je l'ai fait assez souvent. Et chez nous, beaucoup de nos modèles en production, on y met des modules d'explainabilité dessus. Donc beaucoup de nos modèles sont expliqués maintenant. Ouais. Donc oui, c'est assez courant. Et par exemple, maintenant, pour toutes les fraudes, on applique ça maintenant. D'accord ? Donc on sait dire, ça c'est en production, tous les investigateurs en fraude ont la chape qui est appliquée. Ok, la chape. Maintenant, on est dans une technique spécifique. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi cette prédiction-ci est cette valeur-là et pas une autre. D'accord ? Pour ça, la chape vient des problèmes sur la théorie des jeux. Donc, je vais brièvement vous expliquer vous donner quelques notions de la théorie des jeux qui est utilisée derrière la chape. D'accord ? Donc, dans la théorie des jeux, il y a l'un des problèmes qui est la redistribution des gains. Imaginons qu'on a 3 joueurs, qui sont 3 usines ici, d'accord ? Et les 3 joueurs génèrent ensemble un profit de 100 €, d'accord ? L'une des questions en théorie des jeux, c'est comment est-ce que ces 3 usines vont se répartir la valeur des 100 €, d'accord ? Et si je vais tout de suite faire le lien, je la referai après, mais ça vous simplifiera le raisonnement. Quel est le lien avec le machine learning ? Eh bien, pensez que les joueurs sont les inputs variables et pensez que la sortie, c'est la prédiction du modèle. Et on va se poser la question, comment est-ce que je répartis la prédiction du modèle ? C'est parmi mes 3 variables d'entrée. D'accord ? Et la question qu'on se pose surtout, c'est qu'on voudrait bien que cette répartition soit honnête. D'accord ? Honnête, fair. Le problème, c'est que pour un mathématicien, dire honnête, ça veut rien dire. D'accord ? Donc, ils ont dû définir des axiomes de qu'est-ce que veut dire une transaction honnête. Donc, il y a 4 axiomes qui ont été proposés. Je ne sais plus si dans cette présentation-ci, je les présente ou pas. Je crois que je les présente, mais je ne sais plus. Si pas, je reviendrai dessus. Mais donc, il y a 4 axiomes qui ont été proposés. Et M. Shapley a montré que si ces 4 axiomes que je ne vous présente pas, mais je veux quand même vous les présenter parce que j'ai le temps en fait, je crois. Hop. Je vous les présenterai très vite. Mais donc, M. Shapley a montré que si on respecte ces 4 axiomes, d'accord, eh bien il existe une seule manière, et pas 2, pas 3, pas 4, mais une manière de résoudre ces 4 axiomes qui permettent de redistribuer de façon honnête ces revenus de 100 parmi les 3 joueurs et qu'il n'y en a pas d'autres, d'accord, et qu'elle est optimale, ok. Je vais brièvement, je croyais que j'avais déjà décaché cette scène en fait, ok, et je n'avais pas fait, voilà. Donc, je vais brièvement d'abord ça c'est un petit côté maths, mais pour ceux qui s'intéressent, c'est pas non plus de la haute voltige, hein, d'accord. Donc c'est encore assez, accessible. On va supposer d'abord que n c'est de mes joueurs, c'est mes variables. J'ai 3 variables, d'accord. Je vais définir s
comme étant mon sous-ensemble de joueurs. Donc par exemple, S peut être joueur 1 et 2, peut-être joueur 1, peut-être phi, donc 0, peut-être N, donc les 3 joueurs. Donc S est un sous-ensemble de N. D'accord ? Ensuite, je définis I comme un élément de N. N, c'est soit joueur 1, soit joueur 2, soit joueur 3. Ok ? I appartient à N. D'accord ? Pour l'instant, c'est les maths, ça va ? Ensuite, j'ai besoin de définir une fonction qui va être le revenu du groupe de joueurs S. D'accord ? Donc, je suppose qu'elle existe. La fonction qui me permet de dire quel serait le revenu si le joueur 3 ne serait pas là, mais qu'il n'y aurait que le joueur 1 et 2. D'accord ? Et ça, c'est la fonction V. D'accord ? V pour value. Okay ? Et ensuite, on a ce qu'on appelle le gain marginal. C'est ici, vous avez le gain si le joueur... Ah oui, le gain marginal du joueur I sur le groupe S. D'accord ? Il y a juste ça, encore le dernier truc un peu complexe. C'est quoi ? Ça, c'est la valeur, donc V de S, on a vu ce que c'était. V de S, c'est combien rapporte le groupe de joueurs S. Maintenant, V de S union I, c'est combien rapporte le joueur S et le joueur I qui se joint au groupe S. D'accord ? Donc, il vient se joindre à eux. Et la différence des deux, c'est de gain. D'accord ? Ici, on a la valeur quand le joueur I n'est pas présent dans le groupe S. Ici, on a le gain quand le joueur I rejoint le groupe S. D'accord ? Remarque, ce gain peut être négatif. Hein. On peut avoir un joueur qui est négatif. Donc, la Shape value peut être négative. Et finalement, phi du joueur I de V, c'est tout simplement la Shape value du joueur numéro I dans le groupe numéro N, dans le groupe de joueurs N, avec la valeur fonction V. D'accord ? Et tout ça me permet de vous présenter les différents axiomes. D'accord ? Il y en a donc 4, ok. Donc on va voir, c'est tous des axiomes de bon sens, ok. Le premier axiome que j'ai supprimé sans faire exprès, hop, je refais, c'est tout simplement rien ne se perd et rien se crée. En gros, la somme des Shape value doit être égale à la valeur de tous les joueurs. Donc, ce que reçoivent les joueurs 1, 2 et 3, la somme de ce que vaut 1, 2 et 3, doit être égale à mes 100 € de départ. D'accord ? Rien ne se crée, rien ne se perd. On va voir ces 4 axiomes de bon sens. Dernier truc, c'est symétrie. C'est que si pour chacun des groupes S qui appartiennent à N dans lesquels je retire moi et Julien, d'accord ? Hop, on n'est pas dedans. Eh bien, si Julien et moi, dans tous les groupes, on apporte la même chose, eh bien, Julien et moi, on aura la même Shape value, on aura le même argent. Si, dans toutes les situations, le gain ce que apporte un joueur est égal à ce qu'apporte un autre joueur, alors la Shape value des deux joueurs, donc ce que reçoit en argent les deux joueurs, doit être la même. C'est tous des trucs de bon sens. La deuxième chose, on va faire assez brève. Hein. C'est juste pour dire que si Julien apporte plus que moi dans la majorité des jeux, Julien aura plus d'argent que moi à la fin. D'accord ? C'est juste pour dire, encore une fois, c'est toujours du pensée. Et c'est linéaire, mais bon, ça c'est juste un petit détail. Et le dernier, ça laisse une controverse parce que ça est utilisé en économie, c'est que si un joueur, si pour toutes les parties dans lesquelles le joueur n'est pas là, d'accord, le joueur I n'est pas là, si le gain du joueur I est nul, okay, alors sa Shape value doit être nulle. Donc quelqu'un qui n'apporte jamais rien au jeu reçoit rien. D'accord ? Et donc, M. Chaplet a montré qu'il existe une seule valeur possible pour ce problème qui respecte ces 4 axiomes et c'est la Shape value. Ça a un impact assez important en fait en économie. C'est M. Chaplet et en fait il a quand même reçu un prix Nobel pour la Shape value. Donc la Shape value est quelque chose qui est utilisé en économie pas mal. Et c'est assez récemment qu'on a proposé d'appliquer dans l'explainabilité des modèles. Pourquoi ? Parce que maintenant j'ai un modèle black box qui est là. J'ai 4 joueurs qui sont 4 variables. J'ai une prédiction qui ressort. D'accord ? Et maintenant je voudrais bien savoir quelle est la manière que je dois distribuer ces gains entre les différentes variables. D'accord ? Donc le jeu, c'est quoi ? C'est ma black box model qui fait en quelque sorte un mélange de toutes les variables qui contribuent chacune à leur manière à prédire une valeur. Okay ? Et maintenant, ma question à moi, c'est comment je répartis cette valeur entre les différentes variables. Et ça, ce sera la Shape value. D'accord ?
Juste une toute petite remarque qui est un petit peu compliquée à expliquer à chaque fois, mais je vais essayer de le faire quand même. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un point de départ. C'est un peu comme mon 0 de tantôt. Le 0 a toujours un sens. D'accord ? Je pars de combien ? Imaginons que je reprends mon exemple des prix des maisons. Si j'ai un prix de maison de 50, donc ça voudrait dire 50, non, c'est un peu beaucoup, ce serait 5 millions. Mais bon, mais en gros que j'ai un prix de maison donné, je pars de combien ? Est-ce que je prends quoi comme référence ? Est-ce que je prends 0 comme référence ? Donc ça voudrait dire que de gain, donc que la sortie ici, que de gain serait de 50, ou bien je pourrais même prendre comme référence 2, alors que si ça voudrait dire que si mon output est de 5, mon gain serait de 3. Il me faut un point de départ pour décider c'est quoi la valeur par défaut. Okay ? Et on a tendance inconsciemment de vouloir mettre un 0, mais c'est pas ce que va faire la Shape Value. La Shape Value, je vais vous montrer qu'il va considérer que le point de départ, c'est la moyenne sur mon training dataset de mes prédictions. Donc en gros, mais je reviendrai sur ça plus tard, mais retenez juste que vous comprendrez peut-être mieux sur l'exemple que je donnerai après, mais qu'il y a ce fameux baseline. Donc je pars de ma fameux baseline. Et donc, c'est cette formule-là qui est importante. Ce que va faire la Shape Value, c'est qu'il va montrer que la valeur de ma prédiction, donc le chiffre qui est ici, sera égal à la somme de la Shape Value de toutes mes variables, donc de combien il gagne, plus ma valeur pivot de départ qui n'est pas en fait 0, qui est en fait à moyenne. On verra, c'est de combien on part comme départ. Mais vous comprendrez mieux cette valeur-là avec l'exemple qui vient après. J'ai encore 2 slides. Ça, c'est un petit exemple maintenant où je vais vous montrer un exemple de code où on fait la Shapley. Donc maintenant, on fait de l'explainabilité locale. Okay, ça veut dire que j'ai besoin d'une prédiction donnée. Donc je vais prendre la ligne numéro 6. D'accord ? Okay. Donc maintenant, c'est local. C'est plus sur tout mon training dataset, mon validation dataset, je prends la ligne numéro 6. D'accord ? Et je vous la montre. Voilà la ligne numéro 6. Et je demande à mon modèle de prédiction de faire une prédiction. Et voilà combien mon modèle de prédiction prédit. D'accord ? Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi les modèles de prédiction prédit pour ce district-là un prix moyen de 2.339, etc. D'accord ? Pour ça, on appelle, c'est plus dans scikit-learn, c'est dans SHAP, il y a un package, SHAP, ok ? On appelle SHAP. On appelle un explainer. Ici, c'est des questions qu'on peut revenir plus tard, mais je me sers d'un explainer tree parce que je me sers de boosting. Donc, j'ai dit que c'était de l'agnostique, ça reste agnostique, mais c'est pour des questions computationnelles que ici, je prends un truc spécifique pour les arbres. Ensuite, donc ça, c'est juste que je crée ma machine pour faire de l'explainabilité. Et une fois qu'il est prêt, qu'il a reçu mon training dataset, mon modèle d'ailleurs, une fois qu'il est prêt, je demande à Shape Value de mon modèle de ma valeur de prédiction. Et voilà ce que vous voyez ici, c'est la Shape Value. D'accord ? Donc ce que vous voyez ici, c'est premièrement, il y a des valeurs négatives, et il y a des valeurs positives. Le chiffre que vous voyez là, au plus qu'il est grand, au plus que donc la première ce chiffre-là correspond au made income. Donc au plus que la valeur est grande, au plus que la Shape Value est importante. C'est sympa, mais c'est compliqué à comprendre. C'est pourquoi il y a un plot, d'accord ? Entre nous, je ne regarde jamais ça, c'est plutôt ça que je regarde, d'accord ? Mais ça, c'est une représentation graphique de ça, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Je ne sais pas si des gens ont déjà vu ce type de graphique. Voilà. C'est assez connu. Donc, je reviens maintenant. Vous voyez la baseline, c'est mon fameux chose que je ne sais pas trop comment vous expliquer. Donc, la baseline, c'est quelle est la prédiction de mon modèle si je ne sais rien ? D'accord ? Et la prédiction de mon modèle, quelle est la prédiction que je dois faire si je ne sais rien ? C'est en gros la moyenne de la prédiction de modèle sur mon ensemble de mon training dataset. Sur mon validation dataset. Ou je ne sais plus si c'est training validation. Je ne sais plus. Mais là, j'ai un doute. Mais c'est en gros, là, c'est une moyenne, quoi, d'accord ? C'est en gros si je ne sais rien. Et ensuite, pour cette valeur-là, j'ai prédit cette quantité-là, qui est représentée ici. D'accord ? Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi tu présentes cette valeur-là et pas une autre ? Eh bien, en gros, ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi tu as augmenté de la valeur moyenne, tu as augmenté de autant. D'accord ? Et ça, c'est ce qui est expliqué par des valeurs qui sont ici. En gros, est-ce que vous avez déjà compris ce que sont ces chiffres ?
C'est ça. D'accord? Il vous rappelle, pour être gentil, que vous n'auriez pas besoin d'aller voir, il vous rappelle juste que le mid income est de 5,08, c'est la valeur qui est ici. D'accord? Ok? Oui? C'est l'apport par variable, c'est ça? Pardon? Le résultat qu'on obtient, c'est l'apport par variable. C'est ça, c'est l'apport par variable. Bah, voilà, tout est dit. Donc, les valeurs en rouge sont toutes les valeurs qui ont une shape valeur positive. Donc, c'est toutes celles qui ont tendance à pousser le score vers ça dépend de la mienne ou de la vôtre, gauche. Et les valeurs en bleu, c'est celles qui ont tendance à réduire. En fait, la valeur qui est ici, donc cet écart-ci, correspond en fait à la shape value de mid income, qui est c'est le premier, qui vaut 0,30, ok, c'est la distance qui est là, d'accord, et etc. Donc la contribution de chaque variable. Et donc ça permet à dire que pourquoi est-ce que le modèle a donné ce score haut. Premièrement, il a bien aimé que le mid income était à 5,08. Il a bien aimé que l'attitude vaut 1. Il n'a pas trop aimé que l'average occupation était de 3, ok, etc., etc., etc. D'accord? Ça permet vraiment d'avoir une explainabilité spécifique pour ceci. Maintenant, pour vous réexpliquer un petit peu cette fameuse formule, il faudra vraiment que je bouge le PC. Qui ne voit pas, en fait, c'est tout vous, ok? Mais c'est la fameuse formule où j'explique que la somme des shape value plus la valeur médiane est égale à la prédiction de mon modèle. D'accord? On sait peut-être bouger ça. Je peux me décaler si on peut peut-être bouger ça un tout petit peu. Hop, hop, hop. Voilà, stop. On arrête. Non, mais c'est bon. Arrête, c'est bon. Donc c'est cette petite formule-là. Donc première chose que je vous montre, c'est cette valeur-là. Donc voilà, c'est les prédictions sur training dataset. Ok. Je fais la moyenne. Vous avez ce chiffre-là. Okay. Ensuite, ici, je demande à mon explainer la fameuse baseline, okay, qui est faite là. Je l'affiche là, et c'est tout à fait même. Donc, la baseline qui est utilisée par le modèle, c'est la moyenne des prédictions sur le training dataset. Okay. Si moi, on me demande quel est le prix d'une maison et qu'on me donne aucune variable, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est la moyenne de mon modèle sur le training dataset. Okay. C'est une valeur baseline comme une autre. Okay. Ensuite, ce que je fais ici, je prends ma baseline, je prends mes shape value, je fais un sum, hein, d'accord, et je somme donc la baseline plus la shape value, et on obtient ce chiffre-là. Qui reconnaît ce chiffre-là? Donc ça, c'est la baseline plus la somme des shape value, et j'ai ce chiffre-là. C'est à quelques virgules près, c'est la prédiction de mon modèle. D'accord? Donc ça vous remontre bien cette formule-là. La somme des trucs rouges plus la négation de mes trucs bleus est égale à la différence entre ça et ça. D'accord? Ok, juste pour terminer, d'autres applications. Ça, c'est la shape value ça peut s'utiliser aussi en natural language processing. Donc, si vous êtes en train d'avoir un analyse de sentiment et que vous voulez savoir quelle partie du texte a plutôt poussé le score en plus et quelle partie du texte a poussé le score en moins, vous pouvez utiliser ça. Vous avez aussi ça en image, ce qui est intéressant aussi, et ça, c'est un chouette exemple parce que le modèle se trompe. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi il se trompe. Donc, ça, c'est l'image qu'on demande à prédire. Le modèle prédit la valeur 4. Mais la vraie valeur, c'est 9. D'accord? Alors, le client n'est pas content parce que le modèle il se trompe. Hein. Et ben là, on va voir ce qui se passe. Premièrement, il a prédit 4. D'accord? Donc, on voit que rouge, je rappelle, ça pousse le score vers le haut. Il a mis beaucoup de rouge. Il aime bien la courbe là. Et on voit d'ailleurs un gros noyau rouge au milieu. Là, il y a beaucoup de rouge là d'ailleurs. Ok? Et si je regarde le 9 qui a eu 5% quand même, mais bon, c'est pas plus c'est mal. Là, il y a un gros point bleu qui était se mettre dans le petit truc qui est là. Donc là, c'est facile à répondre au client. Ok, le modèle se trompe, mais c'est normal. Vous n'avez pas fermé votre 9 et ça ressemble plus à un 4 qu'à un 9. D'accord? Ça termine en fait la présentation. Juste pour terminer, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait 2 blogs sur Medium. Ça, c'est sur la shape value où là, je rentre vraiment en détail sur la partie pure maths. Donc, si ça vous intéresse, il y a la partie ici. Et si vous voulez plus sur l'explainabilité où je prends plus de temps sur les exemples et ma présentation est basée sur le contenu de ce blog, vous pouvez aussi aller voir ça. Et ça termine cette présentation, mais je vais quand même en profiter pour faire un peu de pub. Hein. Je viens d'écrire un bouquin, donc si ça vous intéresse, il est sorti il y a 2 jours.
C'est sur ChatGPT et sur le développement en Python. Donc si vous êtes développeur Python, si vous voulez intégrer dans vos codes Python du ChatGPT, eh bien ça est un nouveau bouquin qui est sorti il y a 2 jours. Voilà, donc je me permets de faire de la publicité. Merci beaucoup. Question. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps, hein, je ne sais pas. Une question. Là, on a vu que la Shape Value, ça se mettait sur de l'image, mais c'est du coup local. Il y a des techniques globales pour faire de l'explicabilité sur de l'image? Oui, à mon avis, les techniques qu'on a vues, mais le problème, ce serait, j'en connais au niveau des réseaux neurones, ça existe. J'en connais pas des agnostiques. À mon avis, on pourrait utiliser tout ce qu'on a montré là, au point de vue, par exemple, permutation, peut-être on pourrait imaginer de faire sur les images. Et là, ce serait au niveau du pixel. On retire chacun des pixels. Mais, et puis là, on suppose qu'on est en train de faire du binaire. Si on est en train de classifier des chiens, des chats et tout ça, là, ça ne passerait pas. En agnostique, je ne connais pas, et j'en connais une qui est assez complexe en deep learning. Mais à mon avis, ça doit exister. Il y a beaucoup de travaux maintenant, c'est assez récent, encore une fois, mais il y a beaucoup de travaux. Donc si vous cherchez, il y a beaucoup de travaux sur l'explicabilité. GradCam, mais ça, c'est un truc sur le réseau neurone. Ouais, mais c'est là que je pensais. Toutes les méthodologies que vous avez présentées d'explicabilité pour l'IA prédictive, elles pourraient être utilisées pour l'IA générative. Par exemple, comprendre une réponse fournie par ChatGPT ou un mot utilisé. Le problème, c'est que du génératif, donc on n'a pas vraiment de target variable. Ça dépend si je suis en train de prédire le token suivant ou si je suis vraiment en train d'essayer de prédire une phrase. Ça dépend peut-être du contexte. J'aimerais savoir pour les deux. Mais déjà, pour la phrase entière, on a déjà des problèmes que si j'entraîne mon modèle sur une phrase et que je la refais générer, il ne va pas générer la même phrase. Déjà, il y a déjà ce problème-là. Au token par token, ça doit être possible. Si je me pose la question, il devait prédire le prochain token T et qu'il ne fait pas T, là, on peut aller voir ce qui s'est passé. Par contre, l'autre, je dirais là, on est vraiment dans des trucs de recherche, à mon avis. Ouais. Tous. Alors, je vais essayer quand même de mettre ça comme ça. Donc, je suis venue vous présenter une présentation sur l'handicap et l'IA. Alors, c'est une présentation qu'on fait normalement à 2. Normalement, il y a Emmanuelle qui fait aussi cette présentation avec moi. Donc, Emmanuelle Abouaf, elle est développeuse senior. Elle fait principalement du web et sa spécialité, c'est plutôt toutes les questions d'accessibilité. Elle est sourde de naissance, elle est implantée, elle aime bien dire qu'elle est bionique. Et donc moi, je m'appelle Lan, je suis plutôt développeuse dans l'intelligence artificielle. J'étais dev web, mais je me suis reconvertie dans la data et l'IA. Et je suis sourde aussi. Et donc on a fait cette présentation parce qu'on a voulu montrer un petit peu l'impact qu'avait l'intelligence artificielle sur nos vies. Et de l'autre côté, quel problème ça pouvait aussi poser, au-delà de juste se dire mes sous-titres ne sont pas terribles. Normalement, c'est une présentation beaucoup plus longue, donc je vais vous faire une version plus courte. Et puis, il y a certains éléments qui ont été déjà dit dans la présentation juste avant. Donc, normalement, je fais tout un blabla sur vous expliquer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, parce que cette présentation, on ne la fait pas qu'à des développeurs qui sont dans l'IA, on ne la fait pas qu'à des data scientists, et je considère qu'on a un espèce de petit devoir moral d'expliquer ce qu'est l'IA et pas laisser juste les médias donner de fausses idées sur ce qu'est l'IA. Donc, c'est un peu le sujet.
Donc ça, c'est un article du RGPD qui a été vu juste dans la présentation d'avant. Mais moi, je le trouve vachement intéressant parce que j'ai fait mon alternance chez AXA France. J'ai fini il y a quelques semaines. Et je trouve que cet article est important parce qu'il montre que déjà le droit s'intéresse quand même à ce que fait l'intelligence artificielle. L'IA Act au niveau européen est en cours de discussion. Mais surtout que ça rappelle qu'on a le droit de ne pas faire l'objet exclusivement d'un traitement automatisé. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens ne savent pas si le traitement est automatisé ou pas. Alors, je vais faire un petit état des lieux sur ce qu'est le handicap, parce que c'est un mot un petit peu valise, qui regroupe pas mal de situations différentes, pas mal de choses différentes. Donc en France, statistiquement, on considère qu'une personne sur 5 est handicapée. Ça fait quand même pas mal de monde. Et pourtant, c'est considéré comme une minorité de la population. L'handicap, c'est pas mal de situations différentes. Ça peut être des handicaps qui sont moteurs, sensoriels, intellectuels, psychiques ou des maladies invalidantes. Ça peut être aussi un peu de tout ça, parce qu'on peut avoir un handicap qui n'est pas dans une seule case, mais qui couvre plusieurs cases. Et surtout, 80% des handicaps ne sont pas forcément visibles. Le fauteuil roulant, là, je suis mauvais exemple, je suis désolée. Mais le fauteuil roulant, c'est pas un handicap en soi, parce que c'est plutôt une aide technique. Et donc, il faut se rappeler de ce chiffre-là, il est important pour la suite. Alors, d'habitude, j'explique longuement comment fonctionne un peu un algorithme d'intelligence artificielle. Là, je pense que vous avez eu pas mal d'explications avant, donc c'est bien de me mâcher le boulot, moi j'aime bien. Et je vais vous demander un petit peu d'imagination. Vous êtes data scientist, on vous demande de faire l'exercice de base, un algorithme pour reconnaître les chats des chiens. Là, je vous présente Arshad, c'est mon chien. Et je vais vous donner des images et je vais me dire, j'ai pas mal d'images de mon chien, ça tombe bien, la donnée c'est quand même ce qui est le plus chiant à trouver. Donc je vais blinder le dataset d'images de mon chien. Les résultats, ça va pas être ouf, je pense que vous vous en doutez. S'il y a beaucoup du même chien dans votre dataset, vos résultats, ils seront pas terribles. J'ai mis le lien pour une petite présentation sur l'intelligence artificielle en 20 minutes à destination des développeurs. C'est un talk qui sera donné aussi à Claude Nord la semaine prochaine. Et moi, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai vu à Claude Alpes. Donc, les résultats ne sont pas fous parce que votre dataset, il est complètement déséquilibré. Et on peut me dire que mon exemple, il est très bête. Mais le problème, c'est que c'est une chose qui se passe quand, par exemple, vous allez avoir une IA qui va générer des images de personnes handicapées en prenant ce qu'il y a sur Google. Et quand on regarde sur Google, on voit quand même pas mal de fauteuils roulants quand on met le mot handicap. Alors, je crois que c'était ça, ouais. Personnes handicapées. Et on a quand même une forte représentation des fauteuils roulants. Quand on sait que 80% des handicaps sont invisibles, on se dit que ça va pas être ouf, quoi. Et ça, c'est la question du biais. La question du biais, c'est en fait un schéma, c'est de pensée. L'esprit est persuadé que n'importe qui, je pense ici, en principe, quand je lui dis handicap, le premier truc auquel il pense, c'est un fauteuil roulant. Là, c'est une image qui est tirée du film Barbie qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ils étaient très dans la diversité, il a fallu représenter le handicap. Allez, hop, on va mettre un fauteuil roulant. Le logo pour les places ou les cases prioritaires, c'est pareil, c'est un fauteuil roulant. Bon. Si on fait test, par exemple, en utilisant Midjourney, on arrive à des situations assez folles, moi, je trouve. Enfin, j'ai pas beaucoup apprécié l'exercice. Par exemple, si on demande une personne handicapée, on a déjà que des fauteuils roulants. On a majoritairement des gens blancs, majoritairement des hommes. Là, c'est qu'un petit extrait. Alors, pour la femme sourde, on s'est pris quand même une sacrée claque avec Emmanuel, parce qu'on a pris quand même pas mal d'années dans les dents. Et puis, ça oublie le fait que, par exemple, on a des aides auditives où, par exemple, Emmanuel est implanté. On n'est jamais en train de tirer comme ça nos oreilles, comme si ça allait nous permettre de mieux entendre. Et le pire, c'est quand on essaye de représenter un concept de quelque chose qui est encore plus minoritaire dans le minoritaire. La développeuse sourde
Alors déjà, des développeuses, on n'est pas foncièrement ce qu'il y a de plus représenté dans l'industrie de la tech. Mais en plus, si elle est sourde, elle devient standardiste. Par exemple, l'idée du casque est assez fausse parce que souvent, quand on a des implants ou des aides auditives, on fait passer directement le son dans nos aides auditives. Donc cet exemple-là, bon, déjà, il est un peu dégradant parce qu'on n'a pas forcément envie de faire standardiste. Hein. C'est un très beau métier, mais c'est pas le nôtre. Et clairement, avoir l'impression qu'on a 80 ans, non. C'est pour ça que avoir une IA qui soit explicable, c'est important parce que ce type de situation, là, c'est de l'image qui est générée, mais ça peut aussi servir à faire un tri entre les personnes pour leur donner certains droits. Et vous allez donc retirer certains droits à certaines personnes sur des biais. Alors, il y a eu justement là-dessus, je ne pense pas que j'arriverai à la lancer parce que j'ai des petits problèmes d'Internet, mais il y a eu les slides seront disponibles après. Mais il y a eu justement un petit débat là-dessus sur LinkedIn. Jérémy Andrew Davis, c'est un créateur de contenu, un écrivain qui est autiste. Et il a fait justement le test avec Midjourney et il ressort que quand il demandait une personne autiste, c'était que des hommes blancs, mais avec des têtes déprimées, mais plus que de la caricature. Et il disait, mais waouh! Alors il a fait le test 150 fois quand même. Et 150 fois, il avait ce type d'image qui ressortait. Et on lui a dit, son post sur LinkedIn, il y a eu beaucoup de critiques en lui disant « Ouais, mais non, c'est par rapport aux données que tu lui donnes. » Non, il a tenté l'exercice 150 fois et il a toujours eu ce type d'image. Donc c'est que l'IA est biaisée, mais en plus elle la rend raciste, validiste, sexiste, parce que sous-représenter les femmes dans une maladie où elles sont déjà sous-représentées parce qu'elles sont très peu diagnostiquées, c'est quand même pas top. Et là, c'est la machine learning ingénieure qui parle, celle qui était chez Axe avant. C'est que moi, quand j'ai commencé à coder, on m'a dit, pour être un bon développeur, il faut être feignant. Et donc, la tendance serait de dire, je vais automatiser tout, dont le réentraînement. Quand c'est des modèles qui font du conversationnel ou des choses comme ça, regardez quand même ce que vos utilisateurs mettent. Parce que ça peut avoir un impact très négatif sur le modèle. Et donc, moi, je suis pour automatiser les entraînements, mais quand ça n'a pas d'impact pour vos utilisateurs. En fait, on a quand même un devoir moral vis-à-vis de nos utilisateurs, je considère. Je considère qu'on a quand même un devoir moral envers nos utilisateurs. Par contre, tout n'est pas tout noir. Il y a quand même des progrès qui sont vachement intéressants avec l'IA. Moi, ça fait les 2 tiers de ma vie que je suis sourde. Et par exemple, un truc qui est miraculeux, c'est les sous-titrages et les transcriptions automatiques. C'est pas fabuleux, mais ils sont maintenant dans pas mal d'outils. Et puis l'avantage, c'est que l'usage, c'est assez généralisé. Des gens qui ne sont pas sourds ou malentendants se sont retrouvés à utiliser ce type d'outils parce que, par exemple, quand vous êtes dans les transports en commun, il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur Instagram, sur TikTok ou que sais-je, et il n'y a pas les sons, et donc les sous-titres sont devenus une bonne aide pour la plupart du temps des gens. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'on est sur une démarche plus d'inclusion maintenant que d'accessibilité. On considère, je crois, qu'il y a une histoire de 60-70% du contenu vidéo est consommé sans son. Par contre, c'est pas Byzance, quoi. Je reviens de Paris Web où j'ai donné cette conférence la semaine dernière. On a fait des informels, ils appellent ça. Donc c'est un petit peu des chats ouverts avec le public. Et ils avaient mis de la transcription automatique. Je peux vous assurer qu'on a eu pas mal de fou rires, que les personnes non-voyantes en plus ne comprenaient pas. Donc c'était pas mal au niveau désordre des choses, mais quand l'IT Green devenait vert et IT le pays, ou que ChatGPT devenait chat GPT, clairement écrit à côté, ça fait rire tout le monde, mais ça demande pas mal surtout de suppléance mentale, parce que vous dites que ça peut être marrant sur 5 minutes, vous allez comprendre sur une vidéo, mais nous, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Vous êtes, je pense, data scientist, vous êtes machine learning ingénieur, vous êtes développeur, vous faites des meetings, vous avez pas mal de réunions dans la journée. Moi, toutes mes réunions étaient
étaient sous-titrés de manière automatiquement. Et ça demande pas mal de suppléance mentale, donc ça veut dire utiliser ces appareils ou jouer un petit peu à deviner c'est quoi le sens de cette phrase, parce que c'est pas terrible quand même. Et si c'est possible, surtout quand on regarde certaines vidéos et tout ça, des fois on a la possibilité de corriger les erreurs, faites-le. Parce que c'est notre compréhension à nous, personnes sourdes, que vous améliorez en corrigeant les erreurs qui sont faites. Ça servira à réentraîner les modèles. Et un autre problème qui se posait, c'est que ça ne répond pas foncièrement aux besoins. C'est qu'en discutant avec Emmanuel, déjà on est toutes les deux sourdes, on doit être quasiment à peu près au même degré de surdité. On utilise 2 logiciels différents parce que Emmanuel, qui est sourde de naissance, va avoir un accent. Et ça fait que le logiciel que moi j'utilise ne la reconnaît absolument pas. Donc, pour un logiciel qui s'adresse à un public sourd, c'est déjà un petit peu embêtant. Mais en plus, ils ne sont pas performants dans le milieu professionnel, dans le milieu du dev, parce que on est clairement dans du franglais, on est dans du langage technique, on a des noms de projets, du jargon métier, tout ça, qui ne comprend pas. Donc, c'est chouette, mais ça ne répond pas complètement aux besoins, ça ne remplace pas les personnes qui font de la vélotypie. Ce qui marche bien, c'est en principe de la vélotypie et du sous-titrage automatisé. Et ce qui est encore... on va s'adresser encore à un public encore un peu plus petit, c'est qu'il y a aussi de la traduction maintenant qui se fait en automatique en langue des signes. En langue des signes française, donc la LSF, parce qu'il y a plusieurs langues des signes, mais aussi en langue des signes américaine ou anglaise. Il y a une start-up qui s'appelle Keia qui le fait, mais il y a aussi Helios qui est un service qui fait de la vélotypie et qui fait du sous-titre automatique qui le fait. Et apparemment, c'est assez bluffant. Ça, c'est assez technique. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite. Il y a aussi pas mal d'outils qui s'adressent aux personnes non ou malvoyantes. Par exemple, il y a Seeing Eye. Donc, c'est développé par Microsoft. On a eu des bons retours à Paris Web d'utilisateurs de ce service. Ça leur permet, par exemple, quand ils arrivent à un endroit, par exemple, nous, on était la semaine dernière à l'Institut Pasteur. Il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Bah ouais, moi, j'utilise ça parce que, par exemple, mon GPS m'a emmené à un endroit. Quand j'ai utilisé cette application, il m'a dit que j'étais devant un cabinet de dentiste. » Bon, c'était clairement pas le lieu de conférence. Donc, c'est des outils qui sont vachement intéressants, qui permettent, via Computer Vision, d'avoir des informations qui n'auraient pas eu accès sans ça. Il y a aussi Be My Eyes. Alors là, c'est super intéressant, je trouve, parce que c'était une application qui était déjà implantée depuis plusieurs années, qui mettait en relation des bénévoles, donc vous et moi, avec des personnes qui sont non ou malvoyantes via un appel vidéo. Et par exemple, ils disaient cherche le pull vert. Ils avaient 3 pulls et vous lui indiquez quel était le pull qui était vert. Et le problème de ce système, c'est qu'il fallait un bénévole disponible à l'instant T. Parce que, donc, ils se sont dit, avec GPT-4, ils ont créé un nouvel outil qui est le virtual volontaire, qui permet d'analyser le contexte et qui, normalement, donne une réponse comme le ferait un humain. Par contre, la question se pose, c'est quelle fiabilité, quelle confiance on peut donner à cet outil. Il y a pas mal d'autres innovations dans plusieurs domaines. Par exemple, Emoface qui peut permettre de reconnaître les émotions. C'est utile pour les personnes autistes, mais c'est aussi utile pour les personnes qui sont polyhandicapées, pour les aidants, avoir une idée de si la personne se trouve dans une situation d'inconfort ou non. Parce que c'est pas toujours facile à détecter. Il y a de l'IA qui est embarquée maintenant dans les aides auditives, dans les fauteuils roulants, dans des cannes blanches. Pouvoir reformuler des textes qui sont compliqués, et ça c'est même de l'inclusion parce que ça peut servir à tout le monde, les textes juridiques. J'ai une licence en droit, donc moi ça va, mais je pense que pour beaucoup de gens ça peut vite être compliqué. Mais devant tous ces côtés positifs, il reste quand même des gros côtés négatifs. Par exemple, Elisa, qui est une IA conversationnelle, qui a poussé une personne au suicide plutôt Ouais. C'est quelqu'un qui était dans une situation de détresse psychologique, qui est très dans une vision d'anxiété climatique et tout ça. Et
il se disait que la seule manière de s'en sortir pour trouver une solution à ces problèmes climatiques mondiaux, c'était de se tourner vers l'intelligence artificielle. La solution donnée par l'intelligence artificielle, c'était de lui dire qu'elle aimerait le voir mort. Cette personne a passé l'acte et est décédée. Ça ouvre plusieurs questions. C'est la responsabilité des développeurs et des concepteurs de ces applications. C'est une question qui se pose aussi quand on parle de véhicules autonomes. Ce n'est pas une question qui est nouvelle, mais là, il y a quand même eu un mort. Tout ce qu'a fait la société qui a développé ELISA, c'est de rajouter maintenant un petit bandeau s'il détecte certains mots ou phrases qui pouvant penser à ce qu'il y a un risque de suicide de l'interlocuteur. Il met maintenant des numéros d'urgence. Est-ce que c'est suffisant? Et ça, il faut s'interroger aussi sur les risques pour les personnes les plus fragiles psychologiquement, parce qu'on a vu tout à l'heure que l'handicap psychique et les problèmes, les questions de santé mentale sont importantes. On est dans un milieu où l'intelligence artificielle, vous la comprenez, mais il y a beaucoup de gens qui ne la comprennent pas. Ils vont juste discuter avec ELISA en se disant « c'est génial, elle me répond ». Pour moi, le message le plus important, c'est de se dire que l'IA, c'est des outils. Là, je vous donne l'exemple, c'est un petit robot qui fait de la livraison de colis. On trouve ça en Estonie, à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Et dites-vous que ça, si c'était un fauteuil roulant, moi, j'aimerais pas être à la place du robot, clairement. Se pose les questions toujours de se dire jusqu'à où on peut faire confiance à ces outils. Ça change la vie, donc je peux comprendre que les gens aient envie d'y faire confiance un petit peu pleinement. Mais surtout quand on a des personnes qui sont plus fragiles, je trouve qu'il faut quand même rappeler toujours cette question. C'est un outil, c'est pas quelque chose qui va vous prendre la main, c'est pas infaillible. Et il y a aussi tout ce qui est développé de manière assez inutile. Par exemple, des gants pour traduire en langue des signes. En fait, la langue des signes, elle a besoin aussi de la posture et des expressions faciales de la personne, que ce soit pour la langue des signes française ou la langue des signes américaine. Donc en fait, si vous avez juste des gants qui font des signes, vous n'irez pas bien loin. Les gens auront du mal à vous comprendre. Apple avait sorti un petit outil, une petite application qui est intégrée dans les iPhones et dans les Apple Watch, qui vous permet de reconnaître les sons, par exemple les sonneries, la sonnette dehors et tout ça. J'ai essayé sur mon téléphone et Manuel m'a fait le même retour. On a essayé, c'est affreux. C'est que c'est tout en train de sonner. Donc à moins que vous avez envie d'ouvrir la porte 10 fois par jour pour qu'il n'y ait personne, vous le désinstallez très vite. Donc ça fait partie des fonctions qui sont faites, mais sans les personnes qui sont concernées. Et je trouve ça dommage, je pense qu'on peut vraiment s'amuser, il y a vraiment plein de choses à développer, mais il faut toujours rester focus sur le besoin. C'est valable pour le handicap, mais c'est valable pour quasiment toutes les problématiques que vous rencontrerez dans votre carrière. Ça, c'est là, je ne vais pas la lancer, mais c'est une conférence de JN, donc c'est une développeuse front plutôt, qui a fait un talk au DevFest où elle faisait une petite démonstration des outils d'accessibilité dans les outils Apple. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'elle montrait que les lecteurs d'écran, VoiceOver est plutôt très performant. Ils sont totalement inutilisables si derrière on n'a pas de bonne pratique de code quand on développe un site internet. Donc je sais que ce n'est pas la cible de cette soirée, mais j'aime bien le rappeler parce qu'on est finalement qu'un maillon dans la chaîne de l'accessibilité en fait. Pour que les choses soient accessibles pour les personnes, il faut quand même que tout le monde y mette un peu du sien. Les outils, l'IA ne suffit pas. Et on n'est pas tous égaux. Par exemple, si on fait un focus sur le NLP, donc tout ce qui est trait au langage, selon les langues que vous parlez, vous aurez plus ou moins d'outils. Il suffit d'aller sur Hugging Face et de regarder les modèles disponibles dans certaines langues. Il n'y a pas grand-chose. Par exemple, je fais un peu de vietnamien. Il n'y a pas grand-chose en vietnamien. Vous avez moins de choses en français qu'en anglais. Dites-vous que ça s'applique aussi pour les personnes en situation de handicap. Si je prends le cas de la surdité, des personnes qui peuvent lire vont avoir beaucoup d'outils avec du sous-titrage.
Mais par contre, les personnes qui ont juste besoin de transcription en langue des signes, il y a très peu d'outils disponibles et ils sont pas toujours très performants. Et comment concilier l'IA avec l'handicap? C'est la dernière partie de cette présentation. Et bon, là, je ne peux pas vous montrer la vidéo, il va falloir me croire, ou il faudra regarder les slides, elles sont disponibles via un QR code après. Par exemple, la langue des signes, ça va très très vite. Il y a comme je disais, il y a la posture qui compte, il y a l'expression faciale. Et il montre à quel point c'est complexe de développer quelque chose qui prend tous ces éléments en compte et pas juste ce qu'on voyait beaucoup. Je crois qu'il y a 1 an, il y avait un gros boom de ça sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux en général. Ouais, je reconnais la langue des signes. Alors souvent, c'est basé sur des datasets qu'on va trouver sur Kaggle, sur la langue des signes américaine, et vous avez juste un alphabet. Et je pense même qu'il n'y a pas assez d'images pour que ce soit très performant. Avec un alphabet, vous ne parlez pas une langue. C'est comme vous dire, ça y est, je connais l'alphabet grec, vous ne parlez pas grec. C'est dommage, ce serait cool, mais ça ne marche pas comme ça. Souvent, les problèmes sont un peu plus complexes. Et donc, la conclusion, ce qu'on aime bien dire avec Emmanuel, c'est « nothing about us without us ». Se dire que plus il y aura des personnes avec des profils diversifiés, pas que des questions d'handicap, mais aussi plus de femmes, plus de minorités en général dans les équipes, ça aidera à réduire le nombre de biais. En fait, les biais, c'est pas un data scientist qui va faire un modèle avec des biais, c'est pas un méchant data scientist. C'est un data scientist humain. Les biais font partie des humains. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'il amplifie des biais qui existent. Donc, si vous diversifiez vos équipes, vous avez un espèce de petit filet de sécurité qui vous permet de dire « Ah non, moi j'aurais pas fait ça parce que ça, je trouve que c'est mauvais, ça va discriminer certains de nos utilisateurs. » Moi, je l'ai déjà fait quand j'étais en alternance. Donc, c'est quelque chose qui existe. On a un impact sur les intelligences artificielles qu'on développe. On a une responsabilité en tant que concepteur de ces applications de se dire aussi, on ne veut pas nuire normalement à l'humain. Enfin, j'espère que c'est votre but. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver Emmanuel sur LinkedIn. Et vous avez le petit QR code pour avoir la présentation. Et on a mis pas mal de ressources aussi, si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On peut dire quelque chose de très intéressant qu'il faut inclure les personnes en situation de handicap pour la création de ces solutions. Par contre, pour le dataset, est-ce que tu as des recommandations pour éviter que dans nos datasets, il y ait trop de biais? Déjà bien l'explorer. Je pense que c'est bête, mais j'ai déjà vu des cas où en fait on avait une mauvaise connaissance de notre dataset, surtout quand on est sur de la donnée non structurée, par exemple des images. Il m'est arrivé quand j'étais en alternance de me rendre compte qu'en fait en discutant avec les data scientists, ils n'avaient peut-être pas une analyse hyper poussée de leur dataset. Peut-être aller plus loin dans l'analyse en se disant ça dépend des enjeux. Tu vois, moi je classais des documents, c'est vachement moins grave. Je sais que par exemple, il y en a qui classent des CV ici. Ça va être déjà un peu plus, être un peu plus touchy. Il va falloir être déjà beaucoup plus vigilant. Ça dépend vraiment des enjeux, mais je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance de son dataset et avoir surtout conscience des enjeux. Si tu as conscience des enjeux, tu vas faire quand même attention aux choses, même si tu n'es pas directement concerné. Mais on a tendance, je pense, quand on a la tête dans le guidon, à oublier certains de ces enjeux, certaines choses où on se dit « mince, il faut que je fasse gaffe, parce que là, je peux quand même avoir un impact super négatif. » Oui ? Je pense aussi que, quelles que soient les solutions qu'on va développer avec l'IA, il faut noter que l'humain est toujours important, notamment dans l'accompagnement du handicap. Ouais. Il y a une question de degré, mais je pense que c'est pour ça que je dis qu'on a un devoir en tant que développeur, data scientist ou ce que vous voulez, c'est d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Pour l'instant, les gens,
n'ont pas une connaissance, ne comprennent pas comment ça marche. Se dire que par exemple, à l'origine de tout, c'est la donnée. Ben, je suis désolée, la plupart des gens, votre grand-mère, vos parents, ils ne sont pas au courant que la base de toute intelligence artificielle, souvent, c'est de la donnée. Donc, si les gens n'ont pas cette connaissance-là, c'est nous qui l'avons, nous devons l'apporter. Enfin, moi, je considère que c'est pour ça que je fais des prêts. Tout à l'heure, quand on disait il y a des gens qui sont peu expérimentés, qui sont speakers, typiquement, c'est mon cas. J'ai pas une expérience de 10 ans derrière, mais de ce que j'ai vu en entreprise, de ce que je vois dans les recherches que je fais, de mon retour en tant qu'utilisatrice, il y a quand même cette notion de, maintenant que j'ai un peu cette connaissance-là, ben, c'est de la diffuser parce que on pourra éviter des dérives si les gens comprennent ce qui se passe. C'est un peu comme ce qu'on dit au niveau des campagnes électorales. Tout ce qui est fake news et tout ça. Les gens maintenant ont conscience que c'est facile de faire de la fake news avec des intelligences artificielles. Donc ils vont se méfier. Par contre, est-ce qu'ils vont se méfier quand ils vont aller faire un crédit dans une banque, de se dire est-ce que mon traitement est automatisé? Moi, j'aimerais bien que quand je vais chez mon banquier pour faire un crédit, ils me disent bah voilà, les informations qui ont servi à prendre cette décision, c'est celle-ci. Actuellement, clairement, ton banquier ne peut pas le faire. Oui. Et, au niveau des bases de données qui ne sont pas balance, par exemple, j'avais travaillé en médecine, et du coup, c'est pas mal de gens qui sont soit volontaires, soit qui sont payés pour appartenir. Donc, ça y est, en fait, finalement une sous-population de la vraie population. Et du coup, on ne sait jamais vraiment ce que ça ferait sur la population totale. Mais en même temps, il y a toujours un risque et il y a toujours des biais dans n'importe quelle population. Alors, dans les questions de médecine, souvent, on n'a jamais laissé complètement la main à l'IA. Souvent, il y a quand même un médecin qui vérifie. Par exemple, si on prend de l'analyse de radio et tout ça, il y a toujours un médecin qui vérifie. Donc, on reste dans cette idée que l'IA est un outil. Après, se pose la question, par exemple, j'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est Dassault qui ont développé des IA qui permettent de faire des jumeaux virtuels de personnes pour faire des essais cliniques et voir quels seraient un petit peu les impacts de tel ou tel nouveau médicament sur les personnes. Là, je me pose quand même plus de questions sur comment ça va se passer au niveau justement de ces questions de dataset et tout ça. Mais tant qu'on reste sur l'idée que c'est un outil, c'est bien d'avoir plus d'outils en fait. C'est un peu comme les sous-titres. Moi, quand j'ai commencé à perdre l'audition il y a à peu près 20 ans, j'avais pas ces outils, passer un coup de fil, c'était pas possible. Donc là, je me rends compte quand même qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Mais je les considère comme des outils. Je me repose pas 100% sur les sous-titres parce que sinon, je fonce droit dans un mur et ça reste hyper fatigant. Donc je sais que par exemple, quand on parle d'aménagement de poste, il y a des boîtes qui vont nous dire « Oui, mais vous avez des sous-titres sur Teams ». Ben, moi, je peux dire, pour les avoir utilisés, les sous-titres de Teams, ça faisait bien rire mes collègues parce que dès qu'ils passaient derrière mon écran, il y en a qui se tapaient quand même de sacrés fous rires parce que c'est totalement hors propos. Mais tant qu'on le voit comme un outil, comme une aide supplémentaire, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même vachement intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose